est à Plaisance pour découvrir l'organisme La Maison d'art populaire du Québec et nous allons discuter avec Olivier Fabre. Olivier, j'aimerais ça que vous m'expliquiez le Centre d'art populaire du Québec où on est en ce moment. Comment cet organisme-là est né? Comment il a été fondé? De quelle idée ça a parti? Alors l'idée de présenter l'art populaire et d'avoir un lieu de présentation pour l'art populaire, c'est né à l'origine grâce au Parc Oméga, parce que dans le Parc Oméga, l'idée, c'était de présenter la beauté de la nature d'ici, de poser la faune sauvage, mais aussi l'histoire du Canada. Et je trouvais que ça aurait un sens, ici, en Outaouais, de montrer la beauté de la créativité de tous les créateurs d'art populaire du Québec. Voilà. Et je trouvais que c'est une composante vraiment très importante de l'âme de l'Outaouais et de l'âme du Québec. Beaucoup de gens sont très créateurs, et donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir un lieu pour présenter ces créateurs de l'art du Québec. Mais au départ, c'était les gosseux, les patenteux, c'était un peu les créateurs anciens qu'on connaît sous le nom de gosseux ou les patenteux. Mais en fait, il y a des créateurs actuels et on continue à créer. Aujourd'hui, on crée, mais ça veut dire dans le street art, ça veut dire dans d'autres domaines, mais cette créativité, elle est toujours là. Oui. Elle a donné le Cirque du Soleil, d'ailleurs, elle a donné les chanteurs du Québec et tout ça. Et moi, venant de France, en fait, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de merveilleux et quelque chose de spontané, quelque chose de vivant, et que c'était vraiment à présenter, d'avoir un lieu dédié aux créateurs d'art populaire du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, art populaire? Art populaire, c'est souvent des artistes autodidactes. Oui. Ils n'ont pas eu de formation, en tous les cas pas de formation en art, mais ils sont naturellement créatifs, ils ont besoin d'exprimer cette créativité. Et donc, j'ai trouvé que ce serait vraiment, comment dirais-je, important d'avoir leur maison, d'avoir un lieu où on les présente. On les expose, on les met en valeur. On les met en valeur. Alors, au début, comment faire pour les connaître, pour mieux les connaître? Et là, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Adrien Levasseur, qui est le grand spécialiste qui a été à travers tout le Québec rechercher les créateurs d'art populaire, particulièrement les sculpteurs. C'était surtout les sculpteurs d'art populaire. Donc, avec Adrien Levasseur, on a fait une première partie de présentation. On a racheté le presbytère de Plaisance, voilà, qu'on est ici. Dans le presbytère de Plaisance, on a présenté des artistes de tout le Québec. C'est aussi bien la Côte-Nord que le Bas-Saint-Laurent, que les Laurentides. Enfin bref, il y a des créateurs de tout le Québec, en fait. Voilà. Et on a commencé par cette présentation-là. Voilà. Et ensuite, on a eu une rencontre extraordinaire, c'est Florent Veilleux. Florent Veilleux, c'est un très grand artiste il était d'une famille, sauf erreur, de 18 enfants. Il est parti en France, il a chanté avec Félix Leclerc, il est revenu au Québec. Et là, il a appris, c'était un décrocheur, donc pas tellement dans l'éducation classique. Il a appris l'électricité et un peu d'électronique. Et puis, il s'est mis à créer des objets extraordinaires. Et il était un ami de Vaillancourt, Vittorio, Vaillancourt et Veilleux, c'était les trois V en fait, qui étaient d'extraordinaires créateurs du Québec. Et il a travaillé toute sa vie pour faire une œuvre extraordinaire. Et quand il est décédé, sa famille nous a choisi, notre OBNL, pour nous donner cette œuvre. Mais c'est une œuvre exceptionnelle, elle a été exposée à New York au Rockefeller Center. C'est une grande marque de reconnaissance. C'est une grande marque de reconnaissance pour nous. Donc c'était vraiment un cadeau extraordinaire, mais ça nous a aussi ouvert non seulement aux gosseux d'autrefois, mais aux patenteux du 21e siècle. Voilà. Donc on a une extraordinaire collection. On a construit un nouveau bâtiment pour ça. Voilà. Et ce nouveau bâtiment, donc, il présente la collection de Florent Veilleux et d'autres expositions qu'on a fait entre-temps. Voilà. Donc, on a décidé de créer cette OBNL avec Adrien Levasseur au départ et ensuite avec d'autres personnes de la région pour mettre en valeur ce patrimoine merveilleux. Voilà.
combien il y a d'artistes en tout et partout, d'affichés? En tout, il y a une trentaine d'artistes, voilà. Mais la nouvelle étape qui s'en vient, non, premièrement, l'étape qui vient d'être franchie cette année, l'année dernière, ça a été l'extension du bâtiment. Oui. On a porté vers 7000 pieds carrés la partie d'exposition, voilà. Cette année, ça a été la mise en valeur digitale, parce que autrefois, une exposition, c'était des œuvres, et puis sur une tablette, et puis des explications. Et là, on a pensé que c'était intéressant. On est rendu ailleurs. On est rendu ailleurs. Oui. On a pensé que c'était... Les technologies modernes du digital permettent de faire une expérience immersive. Donc, on est passé peut-être d'un lieu d'exposition classique à une expérience immersive. On se promène au milieu des œuvres, mais éclairé, avec, comment dirais-je, le son, la lumière. C'est une présentation immersive. On se promène au pays des créateurs, en fait. Voilà. Donc ça, c'était pour cette année. On a été aidé par Développement économique Canada et par le ministère des Affaires municipales et régionales. Donc on a été aidé pour mettre tout en expérience immersive, en fait. Voilà. Ensuite, on a eu une œuvre extraordinaire, enfin deux œuvres extraordinaires. La première, c'est les oiseaux de paradis qui sont présentés dans leur environnement naturel. C'est une collection d'un artiste qui s'appelle Michel Paradis, qui nous a, à son décès, ils nous ont confié sa collection. Et donc, on l'a présenté avec des arbres, avec les feuillages, voilà. On sent vraiment dedans. Voilà, on est dedans. Oh, oui. On est au milieu de la forêt enchantée. Oui. Voilà. Et il y a une autre œuvre de Dominique Herman, qui est des Laurentides, et qui a fait la première courte pointe 3D immersive. Donc, c'est une courte pointe, c'est une première mondiale d'une courte pointe, mais qui n'est pas en 2D comme était une couverte, là. C'est en 3D, c'est-à-dire que c'est un arbre, et on se promène autour de l'arbre et dans le pays de Céleste qui voyage dans cette courte pointe magnifique. Voilà. Mais au fur et à mesure, en fait, ici, des artistes interviennent de différentes disciplines. Au début, c'était les sculpteurs. Vous avez l'œuvre de Michel Terrien, le canot magnifique qui est à l'entrée, mais il y a ce canot qui est une œuvre exceptionnelle. Mais le but de notre centre, le but de notre OBNL, c'est aussi de faire créer des œuvres qui n'auraient pas eu lieu autrement. Le canot n'aurait probablement jamais eu lieu, la courte pointe n'aurait jamais eu lieu. Vous voyez, vous existeriez. Si on n'existait pas, voilà. Mais maintenant, en fait, grâce à ces artistes qu'on rencontre, on enrichit notre projet et ça devient tout à fait autre chose que ce qu'on avait imaginé au début. Je sais que vous allez avoir, votre cœur va me dire oui, là, mais est-ce que c'est juste pour les amateurs d'art de venir ici? Non, alors. C'est pour tout le monde et ça même nous apprend à découvrir, peut-être? Ouais. Alors moi, dans le parc Oméga, vous savez, ici, on ne raisonne pas avec de la mode ou... Il faut que ça fasse triper, en fait. Il faut qu'on soit touché. Il faut que ça fasse wow. Faut que ça fasse wow. Ouais. Voilà. Okay. Si ça fait pas wow, c'est pas la peine. Et le wow, c'est tout le monde. C'est pas juste un petit public de spécialistes. Voilà. Et vous verrez dans le livre d'or, on a un petit garçon de 10 ans qui a dit c'est le plus beau voyage de ma vie. Voilà. Bon. Donc, si vous voulez, il faut que ça fasse triper tout le monde. Voilà. Et donc, moi, je vais vous dire, on partage ce qu'on aime. Ici, on fait ce qu'on aime et on partage ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est cette créativité libre, c'est cette beauté de la création, c'est cette liberté que vous avez au Québec comment dirais-je, d'exprimer de manière spontanée une vraie sensibilité. Voilà, moi j'adore ça. Donc ici, on a une toute petite équipe là, mais on a une équipe qui, vous savez, au Parc Oméga, on était 5 personnes, et on a fait des choses extraordinaires. Et ici, c'est la même chose, on est au début du même projet. De notre OBNL, c'est mettre sur la map les artistes d'art populaire, ça c'est un premier point. Mais deuxièmement, c'est ouvrir à l'art populaire contemporain, bon. Et troisièmement, c'est de maintenir cette tradition vivante. Enfin, plus ou moins, la tradition est vivante, mais on n'est pas enfermé dans le passé. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, la véritable tradition n'est pas de répéter les grandes choses qui ont été faites,
mais de retrouver l'esprit qui les a faites et de faire autre chose dans un autre temps avec le même esprit. Voilà. Et donc notre but, c'est encourager les jeunes générations. Et là, on a eu par exemple le séminaire du Sacré-Cœur qui est venu. Il y a 90 élèves qui sont venus et ils ont été voir les œuvres de Florent Veilleux et ils ont créé des œuvres qui sont ici, là que vous voyez là. Oui. Ils ont créé par groupe de 5, ils ont créé chaque groupe a créé une œuvre, mais parce que souvent, c'est parce il y a des décrocheurs dans ces cours-là, et donc leur but, c'est que les décrocheurs, en fait, apprennent de la technique comme un moyen de s'exprimer. Voilà. Et donc, ces 90 élèves, en fait, ils ont créé leur propre œuvre, mais en utilisant la technique qu'on leur enseigne. Voilà. Et si on a des artistes qui n'auraient pas déjà été recrutés par vous, qui nous entendent à ce moment, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Oui, avec grand plaisir. Oui. Avec grand plaisir. Et les artistes aujourd'hui, on ouvre des portes, pas juste sur sculpture, là, mais la musique, on veut aller souffrir sur la musique, bien sûr, parce que la musique est quand même très vivante, mais sur les gigueux aussi, voilà. Donc on est en train là, c'est seulement la première partie du projet qui est faite, là, et puis là, il y en a d'autres qui s'en viennent, mais toutes les bonnes volontés et les talents sont bienvenus. Merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite un bon succès au Centre d'art. On est présentement à Ripon et on va aller visiter la Banque alimentaire de la Petite Nation et on va discuter avec la directrice Nathalie Faubert. Nathalie, j'aimerais ça qu'on parle de la Banque alimentaire. D'où c'est venu? Comment c'est né l'initiative d'avoir la Banque alimentaire ici à Ripon? La Banque alimentaire a été constituée, dans le fond, en 1992 par M. Guy Thérien et un groupe de résidents du coin de la Petite Nation. C'était pour pallier aux gens dans le besoin. Donc, on recule 34 ans qui étaient en insécurité alimentaire. Alors, voilà où ça vient et ça continue encore aujourd'hui, mais beaucoup de demandes comparativement à il y a 34 ans. Si on fait une image comparative de d'où ça a parti puis comment c'est aujourd'hui, ça ressemble à quoi, là, autant le nombre de bénéficiaires que c'est qui la clientèle aujourd'hui versus à l'époque? Là, c'est un peu particulier parce qu'on s'entend que depuis le dernier 4 ans, ça l'a augmenté. Ouais. On s'entend qu'on est parti de 3 000 bouches à 6 500 bouches par année à nos villes. C'est ce qu'on entend partout. Oui. Ouais. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a l'insécurité alimentaire des gens, de monsieur et madame tout le monde maintenant, qui travaillent au salaire minimum qu'on n'avait pas avant. Naturellement, c'est avec toutes les augmentations de loyer qui est problématique, les augmentations dans les épiceries qui est problématique, l'essence. Dans le fond, c'est le cercle au complet de la nature de la vie qui fait que aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde ont besoin de dépannage alimentaire assez particulier. On est parti de 15 livraisons par semaine à 60 livraisons par semaine, qui est beaucoup pour notre territoire. On a 21 municipalités. Donc, on va jusqu'à Boileau, Lac-des-Plages, Facette, et on descend jusqu'à Tursault, Montpellier. Donc, 21 municipalités, c'est un gros territoire à desservir. Avec cette augmentation-là qu'on a vécue, comme tu nous expliques, dans les derniers 4 ans, en plus du fait que vous avez un grand territoire, qu'est-ce que ça a demandé comme adaptation? Parce que j'imagine que vous avez dû avoir recours à plus d'aide, puis plus de personnel aussi pour faire tout ce travail-là. Oui, c'est sûr qu'on a dû engager plus de personnel. Aujourd'hui, on est 5 employés, plus Amélie qui fait les capsules. Mais effectivement, donc c'est un enjeu pour nous, parce que le financement, c'est statu quo. Donc, on n'a pas plus de financement. Alors, oui, ça devient un enjeu. Ça devient un enjeu pour l'achat de denrées qu'on ne faisait pas avant. Là, on est obligé d'en faire parce que les bouches augmentent d'année après année, mois après mois, jour après jour, semaine après semaine. Donc oui, effectivement, c'est un enjeu
qu'on essaie de trouver toutes les solutions possibles, comme notre tournoi de golf, les levées de fonds. Là, on réalise qu'on va devoir augmenter nos levées de fonds afin de pallier au manque financier pour pouvoir acheter des denrées, pour pouvoir distribuer. Ça demande une certaine créativité, j'imagine de toi et du conseil d'administration, souvent, qui doit s'impliquer pour dire « OK, c'est quoi les solutions là, qu'on peut aller chercher? » Beaucoup. On a un bon conseil d'administration. On a 7 personnes au conseil qui sont très proactifs et qui travaillent beaucoup en collaboration avec la Banque alimentaire, qui sont toujours là pour nous épauler et qui nous donnent des idées. Après, on met toutes nos idées. J'implique beaucoup les employés aussi, qui est très important. Donc, ensemble, on vient à bout de trouver des solutions, mais les solutions deviennent de plus en plus difficiles avec les années et on a un prochain 3 ans qui va être très difficile pour la Banque alimentaire de la Petite Nation. C'est qui présentement les bailleurs de fonds? Qui vous supporte financièrement? Qui vous supporte aussi avec les dons? Comment ça fonctionne, ça? Dans les bailleurs de fonds, on a le PSOC, qui est le CISO. On a Centraide. On a Moisson-Outaouais. Naturellement, il faut comprendre que la Banque alimentaire de la Petite Nation est une banque alimentaire différente des autres régions. De quelle façon? De quelle façon? C'est que nous, on livre. On fait la livraison parce qu'on ne peut pas demander à une personne de Boileau de venir chercher son dépannage, de prendre l'essence. Souvent, ils n'ont même pas de véhicule ou ils n'auront pas de sous pour mettre l'essence. Fait que c'est assez particulier. Donc, ils ne peuvent pas avoir de dépannage alimentaire à tous les mois. C'est 4 par année plus le panier de Noël pour les adultes, 5 par année pour les familles plus le panier de Noël. C'est sûr qu'on envoie plus de denrées parce qu'on sait qu'ils ont quand même, si c'est 4 par année, ils ont un autre 8 mois qui doivent essayer de se débrouiller. Donc, on envoie beaucoup plus de denrées. Mais là, ça devient un enjeu parce que là, ça augmente, les demandes augmentent. Et là, l'enjeu vient qu'on reçoit moins de denrées et on reçoit moins de financement. La population de la Petite Nation est très, très, très généreux avec la Banque alimentaire. On est bien chanceux. On est tissé serré dans la Petite Nation. Par contre, présentement, l'enjeu est l'insécurité alimentaire et l'insécurité financière, autant pour les bénéficiaires que pour les donateurs. Parce que là, présentement, puis je comprends totalement, on s'entend que les prochaines années vont être difficiles pour nous. S'ils sont difficiles pour nous, ils vont être difficiles pour tout le monde. Et le donateur qui nous donnait 500 de dons par année nous en donne 250. Et puis capable de faire. Parce que l'insécurité financière embarque. Est-ce que dans 3 ans, je vais être correct? Est-ce que dans 2 ans, je vais être correct? Il donne quand même, que je remercie du fond du cœur pour vrai. Mais là, ça devient un enjeu. Fait qu'on est pris avec 2 problèmes. L'insécurité alimentaire et l'insécurité financière. Vous travaillez aussi avec des organismes qui vous épaulent dans votre mission. Là, il y a des organismes qui vont faire de la transformation, entre autres, des aliments et tout ça. Parle-moi de ça, la collaboration avec les autres organismes. Oui, on a les Serviables, qui est à l'école à Papineauville, et on a l'Alliance alimentaire. Donc, la façon que ça fonctionne, on fait le tour des métros. Les métros nous donnent des denrées. Parfois, ils vont nous donner du frais, de la viande. Donc, le frais, on se doit de faire le tri avant de redonner aux bénéficiaires, naturellement. Donc, dès qu'on fait le tri des denrées et que la tomate, on ne peut pas la redonner dans des dépannages, donc, mais elle est bonne pour transformer. Alors, on envoie à l'Alliance alimentaire ou les Serviables. Ils nous transforment. Ils peuvent faire de la soupe, ils peuvent faire de la sauce, ils peuvent faire peu importe, spaghettis, peu importe, et ils nous le redonnent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui n'est pas donnable ou transformable, bien là, on appelle nos fermiers
pour qu'ils puissent venir chercher les aliments pour redonner à nos animaux. Donc, le moins possible de gaspillage, le moins possible. Est-ce que vous faites affaire, parce qu'il y en a d'autres banques alimentaires qui font affaire des fois avec les écoles, des fois pour dépanner, pour les jeunes, ça, y a quelque chose comme ça chez vous? Nous, on donne beaucoup on fait des dépannages pour les écoles, naturellement. Okay. Ouais. Pour les collations, parfois des repas préparés. Les jus, c'est jus, compote de pommes, salade de fruits, beurre tendre, des choses comme ça, oui, effectivement. Avec l'homme moins, mais avec les maisons de jeunes aussi, on a été beaucoup impliqués. Okay. On est impliqués aussi avec Sajo. Tout le communautaire de la Petite Nation, quand ils ont besoin, ils savent qu'ils peuvent venir à la banque alimentaire. Si on a des denrées, on peut leur remettre. On a la Plume aussi, à Saint-André-Avelin, qui font une soupe une fois par mois, je crois. Fait qu'ils viennent chercher des denrées, puis ils font le soupe qu'ils redonnent aux gens qui veulent bien aller dîner. Puis ça fait une rencontre pour les gens. Ça peut être dans le besoin ou ça peut être juste monsieur et madame tout le monde qui a juste le goût d'aller jaser, socialiser, essayer de briser l'isolement. On entend des fois, là, dans les nouvelles, tout ça, qu'il va y avoir des banques alimentaires, des fois, qui vont tomber dans une situation de crise, qui font un appel à la population, dire regardez, là, on a un problème, on n'est pas capable de fournir à la demande, on a besoin de soutien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des temps dans l'année où c'est plus difficile? Comme je sais qu'entre autres, des fois, c'est après Noël. T'sais, les gens vont avoir donné beaucoup dans le temps des fêtes. Là, on a une période creuse où on manque de denrées. Est-ce qu'il y a des périodes plus dures comme ça? OK. Dans le temps des fêtes, je peux dire que la guignolée, nous, c'est la guignolée de la Petite Nation et de la banque alimentaire. Donc, c'est dans nos points de service. Vu que les métros nous donnent beaucoup, ce qu'on fait, on ne peut pas lui donner, on peut pas, à part que lui dire merci, mais il n'y a pas de récompense qu'on peut faire. Donc, les Chevaliers de Colomb, les Amis de l'Entraide du Nord de la Petite Nation, les bénévoles dans les municipalités nous donnent un bon coup de main. Donc, ça se fait dans les stationnements des métros. Tu as deux façons de le faire. Tu rentres dans le métro, tu achètes des canages, tu les rapportes dans le camion et eux, ils nous les rapportent. Ça se fait sur 3 jours. Okay. Au temps monétaire. C'est un temps très occupé pour nous, puis c'est un temps qu'on a absolument besoin parce que c'est une de nos grosses levées de fonds, c'est la guignolée. Parce qu'on ne fait pas partie de la guignolée des médias. On fait partie de la guignolée pour la banque alimentaire. Dans les dernières années, on n'a pas eu besoin. Le temps COVID a fait qu'il y a eu une générosité envers la banque alimentaire incroyable. Moi, j'avais toujours dit, c'est l'après-COVID qui va me faire peur. Et on est dans l'après-COVID. Alors, la crise, comme tu dis, elle s'en vient. Okay. Parle-moi de ton équipe. C'est qui ici, l'équipe à temps plein qui travaille? Le noyau de la banque alimentaire. Sans eux, la banque alimentaire n'existerait pas. Ils sont d'un professionnalisme, ils sont d'un respect incroyable. Ils sont toujours là. Peu importe, on demande et ils répondent présents à chaque levée de fonds. Le travail est fait à 150% d'une façon respectueuse envers toujours les bénéficiaires. Donc, on a Sonia, la France, on a Luc Sabourin, qui sont, eux, ils livrent. Ils font le tour des métros, ils livrent, ils préparent aussi les dépannages et ils font le tri des denrées. On a Luc McGuire aussi, qui prépare et remplit les tablettes, remplit les congélateurs, prépare des dépannages aussi dans le sec. Ils ont tous chacun le fonction, mais multi je m'en aurais dit multitask. Okay. Désolé pour l'anglicisme. Okay. Mais puis il y a Isabelle, notre nouvelle, qui est l'adjointe, mon adjointe, parce que là, à un moment donné, avec les augmentations, c'est sûr que là, il fallait, parce que moi, je faisais tout. Donc maintenant, Isabelle, elle s'occupe des bénéficiaires, de prendre les appels, puis moi, je m'occupe du reste. Et on a notre dernière, qui est par contre à contrat quand on est capable d'avoir du financement, Amélie Grenier, l'animatrice des capsules
qui est totalement incroyable. Je pense que c'est un des plus beaux projets qu'on a fait. C'est celui-là qui vient à bout d'aider beaucoup de gens. Autant les gens qui n'ont pas besoin de dépannage alimentaire, mais pour les empêcher d'en avoir besoin, parce qu'on donne des bons trucs sur l'anti-gaspillage, quoi faire avec la nourriture. Et on va aussi dans les métros où on fait des achats et elle refait des repas avec les achats qui ont été faits. Je sais que statistiquement, vous allez desservir moins de gens que le besoin réel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas demander, qui n'osent pas aller chercher de l'aide pour toutes sortes de raisons qui sont très bonnes. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont dans le besoin, qui hésitent de demander de l'aide puis venir vous consulter? Ça, c'est vraiment une bonne question, là. C'est sûr que c'est important. Puis il n'y a pas de... Souvent, ils vont avoir... Écoute, il y en a qui appellent, ils pleurent. Il y en a que c'est la gêne, le rejet. Donc, il ne faut pas. On est ici pour ça. C'est très discret. La raison pour laquelle notre camion n'est pas lettré, c'est une des raisons. C'est triste de voir un camion arriver avec écrit en gros « Banque alimentaire de la petite nation » qui dit aux voisins que tu as besoin de la banque alimentaire. Puis ceux qui ne veulent pas que ça soit livré, on est assez flexible sur « ils peuvent venir le chercher ». Et on donne un espace de 20 minutes et on demande aux gens de respecter l'heure, justement pour pas que les gens se croisent. Ouais. Alors non, il ne faut jamais, jamais, jamais hésiter. Quand on a besoin, on est là pour ça. Et c'est pas parce qu'on a besoin un jour qu'on va avoir besoin toujours. Ça peut arriver une fois. Ça peut arriver aussi une personne qui travaille, qui fait un gros salaire, puis que dans ce moment-là, il y a eu plein de pépins qui est arrivé en même temps, mais il ne faut pas hésiter. Des refus, il n'y en aura pas, parce que chaque personne a son histoire. Chaque personne a le droit à sa dignité dans tout ça.